je prends autant de plaisir, je veux dire, dans un match à marquer qu'à faire marquer les autres. Donc pour moi, je dirais qu'un match parfait pour un joueur serait de faire plaisir aux autres avant, et puis en cadeau, se faire plaisir en mettant un but. Malo. Wea. En retrait, c'est bien joué. Extraordinaire sur la remise de Daniel Bravo. C'est David Ginola. Il aimait le beau, il aimait être élégant, il aimait faire le beau geste technique. Je ne réfléchis même pas parce que si je ne tente pas à ce moment-là un geste comme ça, ben c'est que je ne suis pas un attaquant. David Ginola, ailier gauche et légende du club qui a fait rêver pas mal de supporters du PSG. Après Daleb, on s'attaque à un autre numéro 11 de légende, El Magnifico. Et avant d'arriver à ces années parisiennes, qui vont lui faire gagner ce surnom, on va partir du début, dans le Var où il est né le 25 janvier 1967 à Gassin. C'est donc un petit gars du Sud. Et c'est naturellement dans le Sud qu'il va commencer à jouer au foot. D'abord à l'OGC Nice jusqu'à ses 16 ans, mais il va se faire recaler de chez les Aiglons parce que jugé pas assez costaud. C'est souvent l'histoire des gars qui sont très forts, ça. Il se dirige donc vers le Sporting Toulon, et c'est dans ce club qu'il va passer pro et débute à 18 ans en première division en 1985. C'est a priori compliqué de se faire une place en dehors du terrain dans un groupe de vieux briscards, mais sur le terrain, il avait déjà toutes ses qualités à polir. 3 ans plus tard, il rejoint l'ambitieux Matra Racing de Lagardère, où il joue beaucoup malgré toutes les stars présentes, dont un certain Luis Fernandez, et sous les ordres d'Arthur Georges, qu'il retrouvera un peu plus tard. En finale, le projet ne prend pas et ne pourra pas éviter la relégation en Ligue 2 du club. Là, on est des joueurs de football, on est des hommes, on a des couilles, il faut s'en sortir. Bon, on n'est pas des merdes, et puis bon, mais pas à partir de là, il faut bien voir qu'on avait besoin de sortir de là vis-à-vis de notre président, de M. Lagardère, de tout le monde. Il fallait avoir une réaction positive. Tendu donc, mais Brest va l'accueillir à bras ouverts et va continuer à s'imposer comme un joueur de classe, ne cesse de progresser et connaît même sa première sélection en équipe de France en novembre 90 contre l'Albanie. Mais on va revenir plus tard sur l'équipe de France. Il est bon, mais le stade brestois implose financièrement en fin d'année 91. Les joueurs sont libérés et 2 gros clubs lorgnent sur lui, le PSG et l'OM de Tapi. Il choisira le meilleur des deux et prend le chemin de la capitale. Il va retrouver Arthur Georges et une génération prometteuse mise en place par Canal+, avec Le Guen, Fournier, en attendant encore Lama, Guérin, encore Wea, pour lancer les folles années 90 du club. Mais il faut d'abord lancer sa carrière au PSG, qui débutera par un match contre l'OM, un vieux 0-0. Et à Paris, il va vivre 3 ans flamboyants et remporter ses premiers trophées. Il a 25 ans et s'affirme aux côtés de Georges Weah, comme la star de l'attaque parisienne. D'ailleurs, avec Weah, ça ne collait pas en dehors du terrain apparemment, ça se voyait pas sur le rectangle vert, c'est Jérôme Leroy qui le dit. Ses contrôles poitrine, ses débordements, ses buts de fou. Centre dans la course, amorti, contrôle, tir, claquette au-dessus de la barre. Quelle action! Celui contre le Real en 93, c'est toujours un de mes préférés de toute l'histoire du club. Et c'est aussi un surnom El Magnifico, qui va gagner après la deuxième confrontation en 2 saisons contre le Real, en Coupe UEFA, puis en Coupe des Coupes. Son jeu et ses dribbles charment le Bernabéu et les journalistes qui sont présents ce jour-là, et lui trouvent un surnom qui lui va comme un gant. Il est aussi connu pour être un proche du gratin des tribunes présidentielles. Mais seulement il aimait un peu trop jouer devant la tribune présidentielle et ça nous énervait, quoi. La tribune présidentielle, c'est là où il y a le gratin, en fait. Donc, on parlait de spectacle, de show tout à l'heure, Bon, David, il aimait ça, quoi. Il aimait ça, il avait besoin de ça aussi. Et pour être parfois trop individualiste. Vincent Guérin lui fait d'ailleurs savoir dans le vestiaire après un match, pour lui dire de travailler pour l'équipe, de se replacer et de reconnaître le travail de ses coéquipiers. Et apparemment, ça lui a fait du bien cette soufflante. Au PSG, comme évoqué précédemment, il se construit un palmarès avec un championnat en 94, 2 Coupes de France en 93 et en 95, avec un but en finale contre Nantes en 93, mais aussi la toute nouvelle Coupe de la Ligue en 95 pour un doublé de coupe. Au niveau des récompenses individuelles, c'est sympa aussi, puisqu'il est nommé joueur de l'année en 93 par France Football et joueur de l'année au trophée UNFP la saison suivante. Pour ce qui est des stats, il y a 44 buts et 23 passes décisives, ce qui est sympa en 3 ans, surtout avec certains buts ou actions qui sont encore gravés dans la mémoire des supporters du PSG. L'aventure elle va se terminer à l'été 95, capitaine cette saison-là sous Luis Fernandez. La relation entre les deux se détériore, Gino critiquant la façon de travailler de Luis et Luis pointant son manque de professionnalisme. Il a des touches avec des gros clubs, et notamment le Barça. Il va même faire un golf avec Cruyff, qui veut le faire signer, mais l'arrêt Bosman n'existe pas encore, et il y a trop de joueurs étrangers chez les Blaugrana. El Magnifico n'ira donc pas en Espagne. L'Angleterre c'est bien aussi. Il s'envole pour Newcastle et va montrer toute sa classe à la Première Ligue, jusqu'à la fin de sa carrière. Et chez les Magpies, il va montrer à tout le monde ses talents, marquer des buts de fou, notamment contre Ferencváros. Il finira second 2 saisons de suite derrière Manchester United. C'est Tottenham et Londres qui rejoint ensuite, où il sera élu
joueur de l'année PFA 1999 et il remporte la Coupe de la Ligue cette même année avec les Spurs. Ensuite, un passage à Aston Villa où il répondra à son coach qui a traité d'obèse en montrant ses muscles après un but et terminera enfin sa carrière à Everton. Il a éclaboussé le championnat anglais de son talent alors qu'on ne l'imaginait pas forcément dans ce style de football. C'est encore une légende de fou là-bas, comme à Paris, mais peut-être pas forcément dans le reste de la France. C'est l'heure d'aborder sa carrière en bleu qui aurait dû être vachement plus belle, surtout qu'il avait des choses à donner à l'équipe de France. Mais pourtant ça commençait plutôt bien puisqu'il est désigné meilleur joueur du tournoi de Toulon avec l'équipe de France Espoir en 1987. Tournoi de Toulon, il a souvent vu passer les meilleurs joueurs de leur génération. Il y a eu par exemple Riquelme, Henry, Rui Costa ou Dorasso qui ont reçu ce trophée, c'est dire. Sa première sélection arrive en 1990 alors qu'il est à Brest, on en a parlé plus tôt. J'attendais pas ça comme le Messi, mais bon, je savais qu'avec le travail et le sérieux, ça finirait par payer un jour. Bon, mais c'est allé plus vite que prévu et bon, il faut que ça se satisfaire. Mais il va commencer à être appelé régulièrement au début de l'année civile 93, qui va être un tournant dans sa carrière en équipe de France. On va donc parler de France-Bulgarie et rappeler les choses tranquillement. Quelques jours avant le match, Ginola fait part de sa frustration de ne pas être titulaire alors que Cantona et Papin jouent. En vrai, il aurait pu être plus consensuel, mais on va pas reprocher à un joueur d'être nature, alors qu'aujourd'hui, quasiment plus personne ne l'est dans ce milieu. Donc il y a ces petites phrases. Il ne débute pas le match face à la Bulgarie, dans lequel un nul suffit pour se qualifier à la Coupe du Monde 94. Il y a un partout, on est au parc, les supporters scandent son nom et il finit par rentrer à 10 minutes de la fin du match. Dernière minute de jeu, il déborde, effectivement un joueur normal aurait temporisé au point de corner, mais pas David qui veut jouer dans son jardin. Mais on voit un centre éclaté à la Bernard Mendy, quand même le dire. Les Bulgares récupèrent, remontent tout le terrain en 3 passes et marquent par l'intermédiaire de Kostadinov. Les Bleus disent au revoir aux États-Unis, ça pourrait s'arrêter là, une défaite cruelle ça arrive, excès de confiance et tout. Mais non. Les déclarations de Gérard Houllier après le match qui parlent de ce centre et des déclarations maladroites d'El Magnifico sur sa frustration de ne pas être titulaire en disant qu'il a commis un crime contre l'équipe, vont lui faire prendre toutes les critiques sur sa gueule et même s'il va ensuite avec des pincettes pour dire que tout le monde est fautif, la tête de Turc est toute trouvée et ça va pourrir sa carrière et sa vie future. Et là je vais donner mon ressenti sur cette affaire. D'accord, Ginola fait une connerie en déclarant sa frustration, mais ce centre c'est un fait de jeu. Après t'as tous les Bleus sur le terrain qui se font croquer pour arriver à ce but terrible. Et le fait que Couillet focalise, malgré lui ou non d'ailleurs, l'attention sur ses paroles et ce centre de David, ça va à l'encontre même de l'essence du football et des sports collectifs en général. Tu gagnes ensemble comme tu perds ensemble, c'est ce qu'on m'a appris, et là c'était pas le cas. De cette affaire s'en sont suivis des procès entre les deux hommes, qui ne verra finalement pas Gérard Houllier être inquiété, mais ça a eu un impact sur sa carrière puisqu'il sera sifflé dans tous les stades de France, et ça m'étonne d'ailleurs qu'il soit resté jusqu'à mi-95 au PSG, parce que ça devait être carrément intenable. Bref, sa carrière en bleu continuera un petit peu jusqu'en juin 95, plus que performant en Angleterre, il n'aura plus l'équipe de France selon à cause de lui Didier Deschamps, qui ne l'aimait pas. La raison devait aussi s'expliquer par la présence de Jacquet, qui s'est mis en tête de construire un groupe homogène, qui ne disait pas un mot plus haut que l'autre, sans doute en discussion avec Deschamps d'ailleurs, puisque depuis qu'il est à la tête des Bleus, c'est une stratégie qu'il applique également, on a pu le voir avec Benzema par exemple. Il terminera avec 17 sélections pour 3 petits buts seulement. Un gâchis immense, mais un joueur grande gueule qui n'allait pas avec les standards que voulait instaurer Aimé Jacquet. Dommage parce qu'il aurait fait un beau champion du monde. Après, il aura bien rebondi et changer de pays lui aura sûrement fait du bien. Mais après sa carrière de footballeur, il a fait plein d'autres choses en entrant dans le monde des médias. Il a été consultant sur la BBC, sur M6 et il est actuellement sur Canal pour ce qui est du football. Il est présentateur d'incroyables talents, participe à Danse avec les stars. Il est bien dans le showbiz, il fera aussi de l'acting, il jouera dans un épisode des Feux de l'amour avec Laurie et fera la voix de la crevette dans Nemo. Ça c'est un petit peu abusé. Il s'éclate, il a raison. Autre truc notable, en 2011, il fait la une de Tétu et s'engage à soutenir les joueurs qui font leur coming out. Ça a bien marché apparemment parce qu'il y a une vague de coming out ensuite. Évidemment c'est faux, mais on peut saluer la démarche. En 2016, il fait un arrêt cardiaque sur le terrain pour un match de gala. Il reste inconscient pendant 7 à 8 minutes, mais est sauvé grâce aux premiers soins des stars autour de lui. Un miracle, comme son docteur le dira, fera ensuite la promotion de ces gestes qui sauvent au grand public. En 2014, il est sur une liste au municipal de Sainte-Maxime pour un ami qui ne l'emportera pas. Il se présente aussi à la présidence de la FIFA, candidature soutenue par une structure de paris sportifs irlandaise. Mais sa candidature, elle fera pchit, puisqu'il n'aura pas le soutien nécessaire de 5 fédérations nationales. Mais bon, il a quand même a priori touché un chouette chèque dans l'histoire. Le Magnifique a donc vécu et aura encore à vivre de chouettes choses dans sa vie. On se souviendra de lui comme un joueur puissant, fin techniquement, rapide, précis. Ça, c'est pour les supporters du PSG. Si vous supportez un autre club, est-ce que vous avez une vision différente
de lui. C'est sur cette question qu'on s'arrête. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et une belle année 2026 en cours ou à venir. Si ça vous a plu, petit pouce et abonnement, ça aide vraiment pour le référencement à ce que cette vidéo ressorte un peu plus. Vous retrouvez en description les sources qui m'ont aidé à construire cette vidéo, tout comme mes réseaux sociaux, Insta, TikTok et Twitch, où je vais streamer comme je suis en vacances. Prochaine vidéo jeu vidéo sur Clair Obscur, qui va être grandiose j'espère, comme le jeu. Et pour le PSG, on va parler féminine avec Laure Boulot. Abonnez-vous, je vous fais des gros bisous et en attendant, ciao.